Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décrypte, on critique les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, je suis là pour le SmackDown du 1er mai, mais vous le savez bien, le 1er mai, c'est férié, c'est la journée mondiale du travail. Alors tous mes collègues m'ont laissé tomber, mais quelle tristesse, ils sont tous en train de se reposer. Je suis le seul, je suis Mister No Days Off, comme une certaine ancienne superstar de la WWE, hein, si vous vous souvenez. Comme on dit, vous êtes un ancien si vous vous souvenez de qui je parle. Non, écoutez, je vais vous faire l'analyse de ce SmackDown tout seul, comme un grand, le grand bleu comme on m'appelle. Et, euh, et puis on verra, je serai peut-être rejoint en cours de route par certains d'entre eux, au moins un, je l'espère. Du coup, voilà, ça fait un super suspense pour cette vidéo. Restez jusqu'au bout, on ne sait jamais qui peut arriver. Est-ce que Giscal reviendrait d'entre les morts? Est-ce que Ringside trouverait une fenêtre de tir? Est-ce que Tonton Chris arrive à sortir de l'EHPAD? Est-ce que l'amiral est toujours là? Eh bien, suspense, pour le moment, je suis Raphaël. Je suis seul sur la piste, à peu près comme le public dans la salle du Performance Center de cette semaine. Donc le contexte, vous le savez, on est l'avant-dernier SmackDown, avant comment ils appellent ça déjà? Le plus unique Money in the Bank match de l'histoire, puisqu'il faudra partir du plancher pour aller jusqu'au toit du Performance Center. Pour nous ouvrir le show, Daniel Bryan arrive pour... Daniel Bryan, son boulot il est clair, hein, il est là pour nous donner envie de regarder ce match. Donc Daniel Bryan nous dit, voilà, j'ai combattu dans plein de matchs dans ma carrière, hein, c'est une star du catch indépendant, hein, Daniel Bryan. J'ai combattu alors sur des stations essence, il nous fait toute une liste. Mais ça, alors là, ça j'ai jamais fait. Et il va même jusqu'à nous dire, je sais même pas quelles sont les règles. Je sais pas si c'est censé nous donner envie ou pas. Il nous dit, ouais, est-ce qu'on a le droit de prendre l'ascenseur par exemple? Est-ce qu'on va se bastonner dans les couloirs? Est-ce que je vais avoir une amende si je casse un truc qui vaut très cher? Est-ce que c'est vrai que Vince McMahon a des squelettes, des fossiles de dinosaures dans son bureau? Je ne sais pas. A priori, il n'est pas allé dans le bureau de Vince encore dans sa vie, Daniel Bryan. C'est une bonne chose, ça veut dire qu'il n'a pas été convoqué. Bref, voilà, il est là pour nous vendre le truc, il nous rappelle que quand même, il y a 9 ans, il sait ce que ça veut dire, hein. Il y a 9 ans, il gagnait le Money in the Bank match. Bon, il nous refait un peu l'histoire, hein, puisqu'il nous disait à l'époque, j'étais un moins que rien, j'avais même pas de programme dans les shows principaux, et puis j'ai gagné le Money in the Bank, et ça m'a ouvert la route vers la gloire. Bon, en vrai, s'il a gagné le Money in the Bank, c'est qu'il s'était qualifié pour et donc qu'il avait quand même une exposition. Mais bon, on aime bien nous faire croire qu'il était, voilà, against the odds. Et il est triste quand même de l'absence de Drew Gulak, qu'il appelle son ami, son coach, qui a été blessé la semaine dernière par celui qui s'est qualifié à sa place, Baron Corbin. Et Baron Corbin arrive, King Corbin, hein, oui, King d'ailleurs, il n'est plus Baron, il est upgradé. Et Corbin nous rappelle un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc Corbin a battu Drew Gulak pour se qualifier, avec l'aide de Cesaro et Nakamura qui ont neutralisé Daniel Bryan en coulisses, aux abords du ring, pardon. Donc il nous dit, Corbin, t'es pas tout seul à avoir gagné le Money in the Bank, moi aussi je sais ce que ça fait. Alors là, bon évidemment, hein, c'est la perche la plus... Il est con Corbin, mais il est con comme ses pieds de toute façon, donc on le sait, on le dit, on le répète. Évidemment, Bryan se fout de sa gueule en disant, ok, ouais, t'as gagné Money in the Bank. Rappelle-moi comment t'es devenu champion du monde d'ailleurs, parce que sur les 23 personnes qui ont gagné Money in the Bank, il n'y en a que 4 qui ont foiré, et t'en fais partie, donc comment est-ce que tu vas réussir à rater ton cash-in cette fois-ci si tu gagnes? Corbin il se démonte pas, il dit j'étais jeune, j'étais fou, j'étais impétueux. Aujourd'hui je suis beaucoup plus fort et beaucoup plus intelligent. Ça vous aurez compris mon avis, ça reste à prouver. Et il dit toi Bryan, t'es vieux, t'es qu'une pauvre merde. Enfin, il dit pas comme ça, mais voilà, t'es vieux, t'es fatigué, maintenant tu sers plus à rien. À l'époque quand t'as gagné c'était il y a 9 ans, tu étais jeune. Maintenant place aux nouveaux jeunes. Et les deux ont un match l'un contre l'autre. Donc Corbin effectivement qui fait partie des 4 hommes qui n'ont pas réussi leur cash-in. En soi, c'est plutôt prestigieux comme catégorie, puisqu'il y a aussi Damian Sandow, Braun Strowman et John Cena. Bon, ça va, hein, il y a pire. Les filles, pour le moment, tout le monde a réussi hein, dans l'histoire. Toutes les filles ont réussi, mais bon, il y a eu beaucoup moins de cash-in féminin, évidemment. Brian Corbin, oh là là, je suis fatigué. Daniel Bryan contre Baron Corbin, pardon. Le match a lieu, il est pas passionnant, voilà, je vous dis direct mon avis. Baron domine longtemps au sol, hein, il est plus fort, il est plus costaud évidemment, il est beaucoup plus lourd, donc il arrive à appuyer de toute sa puissance pour contraindre un peu Bryan au sol. À l'extérieur du ring, on y va un petit peu, Bryan est envoyé contre le poteau.
On a toute une série de torsions voilà, au milieu du ring pendant qu'il y a la pub. De toute façon, quand on revient de la pub, il y a toujours le méchant qui est en train de faire une soumission au gentil. Je pense. Moi, je sais pas si quelqu'un a les stats, mais dans 90% des cas, je pense que c'est ça. Donc, Baron Corbin est en train de faire les soumissions à Daniel Bryan. Daniel Bryan va réussir à se relever. Il envoie une série de dropkicks dans les coins. Il est contré par le Deep Six, mais ça fait un nearfall. Bryan envoie Baron Corbin à l'extérieur. Il saute dessus en suicide dive, mais Corbin attrape Bryan et le tape avec les échelles qui sont au bord du ring. Alors là, l'arbitre, son sang ne fait qu'un tour et il sonne la disqualification. King Corbin a perdu le match. Daniel Bryan a gagné par disqualification. Corbin ne veut pas en rester là, il envoie Bryan sur le ring et s'apprête à lui faire un End of Days sur une échelle. Mais Bryan, on ne sait pas trop comment, hein, c'était pas très fluide ce mouvement, arrive à le contrer et à lui mettre un Yes Kick sur les échelles. Yes Kick qui sera... Yes Lock, pardon. Pourquoi Yes Kick? Yes Lock, excusez-moi. Yes Lock qui sera contré par Nakamura et Cesaro qui arrivent, qui viennent à nouveau aider Corbin et ils vont balancer Bryan dans le tas d'échelles qu'il y a à l'extérieur du ring. Corbin est très content et personnellement, ouais, moi ça me... bon, le match n'avait aucun intérêt, ça c'est clair et net. Corbin n'a aucun intérêt, ça c'est mon opinion, je l'assume personnellement. J'aurais aimé comme notre ami Kyrias qui finisse dans la charrette. Pour moi c'est incompréhensible que ce mec-là réussisse avec le petit niveau qu'il a in-ring. Mais bon, bref, on accepte la situation. Il est dans le Money in the Bank match. Il est booké fort parce qu'il en a besoin. Hein. Clairement, c'est un de ceux qui a le plus besoin qu'on croit un peu en ses chances. Donc bah, là, il est booké fort, mais ça sera peut-être pas le cas lors du match du Money in the Bank. Bryan job un petit peu pour faire plaisir. Non, moi, l'interrogation, c'est vraiment... voilà, pourquoi Nakamura et Cesaro? Alors, Sami Zayn n'est plus là. Sami Zayn ne vient plus à cause du risque du Covid, a priori. Moi, je vois pas pourquoi il fallait coller Cesaro et Nakamura derrière Baron Corbin. Hein. Moi, j'aurais bien aimé Cesaro et Nakamura en tag team, bah, l'un avec l'autre, mais pas besoin. Enfin, je vois pas pourquoi ils font le sale boulot pour Baron Corbin. Ils y ont aucun intérêt, ils y ont rien à y gagner. En plus, avec cette gimmick de wrestling artiste là, de wrestling puriste, ça colle pas du tout avec le catch lamentable de Baron Corbin. Donc, c'est une grosse déception, je trouve, de voir Cesaro, surtout Cesaro évidemment, mais Nakamura aussi, faire vraiment le J&J Security là. Ils auraient tellement mérité mieux d'être dans ce match d'ailleurs, des échelles. Ils n'y seront pas. Ils n'y seront pas malheureusement, et Daniel Bryan et Baron Corbin y seront et ils se recroiseront à ce moment-là. Bien, nous passons à l'intrigue autour du titre suprême de SmackDown, du championnat mondial. Le champion, c'est Braun Strowman depuis WrestleMania, depuis qu'il a battu Goldberg. Et il est en rivalité contre Bray Wyatt. Donc Strowman vient pour parler, mais il n'a pas le temps vraiment d'ouvrir la bouche. Il est interrompu par une Firefly Funhouse. Bray Wyatt est là. Il est sur sa chaise, sur son rocking chair. Il a un petit livre. Il va nous raconter une histoire. C'est un peu le père Castor. Bray Wyatt, raconte-nous une histoire. Bray Wyatt. Voilà pour ceux qui ont connu de ma génération. Il nous raconte une histoire qui s'appelle The Black Sheep, le mouton noir. C'est une histoire un peu triste, hein, je vous préviens. C'est l'histoire d'un petit berger dans la montagne qui avait un mouton noir dans la ferme. Et ce mouton noir, c'était l'animal le plus fort, l'animal le plus courageux, l'animal le plus brave de la ferme, même s'il sentait un petit peu fort. Et le berger s'occupait du mouton noir, il le chouchoutait, il le faisait grandir et il s'occupait de lui. Et en échange, le mouton noir défendait la ferme avec sa force. Mais le mouton noir un jour est parti, absolument sans prévenir, sans dire au revoir pour des plus verts pâturages. Et le berger était tout seul. Et le berger pleurait. Et le berger s'est fait abandonner par tous les animaux. L'État est venu saisir la ferme du berger. Et même les reptiliens sont venus tout prendre au berger. Donc vraiment pas de bol, hein, ce pauvre petit berger. C'est une triste fin, nous dit Bray Wyatt, mais on pourrait en faire un happy ending. Le happy ending, ça serait que le berger cherche partout ce mouton noir, le retrouve, lui prenne ce qu'il a de plus précieux et carrément l'envoie à l'abattoir Slaughterhouse. Donc voilà, hein, Bray Wyatt menace clairement Braun Strowman, qui est évidemment ce fameux mouton noir, le fameux mouton de la Wyatt Family. Et Braun Strowman, il en a marre, il dit écoute Bray, arrête de jouer avec tes marionnettes, tes puppets, tes trucs là. Si tu veux me dire un truc, tu viens me le dire en face. Bray Wyatt n'est pas d'accord et il se mure dans le silence. Et il nous fait juste un bye bye en faisant son coucou habituel avec la petite musique. Et le Firefly Funhouse finit là-dessus. Et le segment finit là-dessus puisque Braun Strowman ne dira rien de spécial.
Alors, qu'en as-tu pensé, Raphaël, de ce moment? Eh bien, euh, j'ai beaucoup aimé la Firefly Funhouse, hein, toujours beaucoup de... Enfin, et c'est fort, hein, ça fait un moment maintenant, ça va faire peut-être plus d'un an que ça existe bientôt, la Firefly Funhouse. Il arrive toujours à trouver des idées, Bray Wyatt. Voilà, là, cette idée de ce petit père castor sur son rocking chair qui nous lit une histoire, il met ses lunettes, il nous raconte ça sous la forme d'un conte. C'était vraiment bien trouvé, j'ai trouvé. Ça explique et ça légitime pourquoi Bray Wyatt voudrait tant euh, prendre le titre de Braun Strowman. Je trouve que Braun Strowman est dans une bonne position aussi de rock solide qui dit vas-y Bray, nous on est des catcheurs, on règle ça sur le ring, arrête tes histoires, je me laisse pas embarquer là-dedans. Bon, je suis toujours très méfiant parce que je trouve vraiment que c'est une feud où personne ne devrait perdre. Parce que Braun Strowman, c'est la première fois depuis des années qu'il est vraiment champion du monde et qu'il est main eventer et qu'il est au top. Il peut pas perdre cette feud si vite, ça serait vraiment déprimant pour lui. Et en même temps, Bray Wyatt, The Fiend, il a déjà été un peu abîmé par ce squash de Goldberg. C'est difficile pour lui s'y perd. La porte de sortie qui a l'air possible, c'est que sur toutes les affiches qu'on nous présente de ce match, c'est vraiment Strowman contre Bray Wyatt version Firefly Funhouse, pas The Fiend. The Fiend n'est pas là. The Fiend n'est pas apparu hein, d'ailleurs lors de cet épisode. Donc peut-être que Strowman va battre Bray Wyatt, mais ça va réveiller The Fiend et qu'on aura ensuite un match un peu plus tard avec vraiment The Fiend de sortie. On ne sait pas et on n'aura pas plus d'infos pour cette affiche du main event. On retourne joyeusement dans la belle époque du Jobbers World, hein, les fameux petits gars de NXT et du Performance Center qui viennent se faire défoncer la gueule. Donc par Sheamus, hein, ça devient une habitude à SmackDown. Sheamus va défoncer un petit jeune qui s'appelle Liam Worth, je crois. Bref, il prend il prend un peu tout. Là, il prend les backstabbers, il prend les 10 coups de minuit, les 10 coups de l'horloge sur la poitrine, un petit Brock kick et c'est fini. Mais Sheamus est en colère parce que Sheamus il a l'impression qu'il n'est pas respecté. Et c'est vrai qu'à chaque fois que Sheamus gagne dans la foulée, on envoie les clips de Jeff Hardy. Vous savez, ça fait 4 semaines maintenant qu'on nous envoie cette espèce de film à épisode sur la carrière de Jeff Hardy. Alors cette semaine c'est le dernier, honnêtement c'est le moins intéressant puisque c'est le comeback de Jeff Hardy. Tout commence par sa blessure en avril 2019. Jeff Hardy s'est fait mal au genou. Ce qui est intéressant c'est que la raison de cette blessure qui avait été vendue à l'antenne, elle n'est pas du tout évoquée. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi Jeff Hardy était blessé il y a un an? Je vais vous le dire. C'était Lars Sullivan, le monstre, fameux monstre, le freak de la WWE qui avait démonté les deux Hardy. Sauf que Lars Sullivan, depuis, il s'est blessé. Il y a eu des histoires louches de vieux tweets racistes ou homophobes. Je sais même plus ce qu'il est devenu, s'il a été vraiment viré ou s'il attend quelque part dans les couloirs. Enfin bref, c'est vraiment un big guy complètement dégonflé. Ce programme-là, c'est encore plus vite que Ryback avant lui. Donc je sais pas si on reverra Lars Sullivan un jour. Je ne sais pas si j'en ai envie. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse. Bref, voilà. Bon, c'est pas très intéressant. Jeff Hardy s'est blessé. Oh là là, c'était très douloureux. Oh là là, je me suis entraîné très dur. Je suis revenu très fort. Je veux. Voilà. Il nous dit quand même que Jeff Hardy en 2020, il a encore des choses à faire à la WWE. C'est tout le bien qu'on lui souhaite. Il sera là la semaine prochaine. Et quand le clip se finit, on voit que Sheamus attendait aux abords du ring à côté de Michael Cole. Et il dit: ah ouais, Jeff Hardy sera là la semaine prochaine. Et ben, moi aussi. Voilà, ce qu'on attendait depuis plusieurs semaines, ce qu'on pressentait est clair. Jeff Hardy va feuder contre Sheamus en revenant. Un choix, ma foi, comment dirais-je, un peu étonnant, je trouve. Parce que souvent, j'aime bien les confrontations entre les vieux vétérans et les petits jeunes. Là, on a clairement une confrontation entre vétérans. Jeff Hardy est peut-être en forme, mais enfin bon, il a quand même plus de 40 ans et son catch est bien amoindri. Sheamus a fait plusieurs longues blessures. La dernière en date, on croirait qu'il reviendrait jamais. Depuis qu'il est revenu, il a juste squatché des petits gabarits. Donc, je suis curieux de voir ce qu'ils vont donner dans le ring, ces deux-là. Et là aussi, je trouve que c'est une rivalité où les deux auraient besoin de gagner. À moins que Sheamus soit vraiment dans une optique fin de carrière, plutôt servir les autres. J'ai plutôt l'impression que la WWE veut mettre le paquet sur Jeff Hardy. Et clairement, tout le packaging de ces derniers mois ont bien donné envie de
d'être pour Jeff Hardy, de le soutenir. Et moi, j'ai très envie de voir une jolie fin de carrière à Jeff Hardy. Clairement pas un main event, c'est probablement pas un titre mondial. Mais par exemple, si on me dit, bah tiens, Jeff Hardy va feuder Sami Zayn pour le titre intercontinental, ça me plaît bien. Si on me dit Jeff Hardy et Sheamus à la fin, ils font une tag team, pourquoi pas? Ça pourrait aussi. Il y a pas mal de choses à faire autour de Jeff Hardy, je trouve, avec Sheamus. Un peu moins, parce que Sheamus, il a été plusieurs fois champion du monde, il a eu le Money in the Bank, il a eu le Royal Rumble. Je vois plus trop ce qu'on pourrait ajouter à sa carrière, en fait, à Sheamus. Mais bon, c'est un bon catcheur, donc on verra bien. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus pro Sheamus ou pro Jeff Hardy. Puis je pense, mine de rien, qu'il y a quand même le côté, voilà, Matt Hardy et à la AEW. Donc nous aussi, on a un Hardy, et nous aussi, on va le montrer, quoi. C'est de bonne guerre, comme on dit. D'ailleurs, écoutez les bastons du mercredi de l'ami Amiral Armbar et de Chris pour savoir ce qui se passe dans le show de Cody Rhodes et de Chris Jericho. Ensuite, on passe au match féminin de qualification pour le Money in the Bank. Il reste une place à SmackDown. Carmella affronte Mandy Rose. Ça fait rêver, hein. Carmella versus Mandy Rose. Mon Dieu, qui donc pourrait gagner pour entrer dans le Money in the Bank et l'emporter? Alors, le match sur le ring est très mauvais parce que Carmella, c'est pas bon. Mandy Rose, c'est pas bon. Et en plus, très vite, Sonya Deville arrive pour parler au micro. Personne ne l'écoute, ça sert à rien. Elle commence par encourager Mandy Rose en lui disant ouais, vas-y, tu peux y aller, je suis sûr que tu peux y aller. Puis finalement, elle finit par lui dire ouais, tu vas perdre contre Carmella, c'est sûr. C'est assez mal fait, j'ai trouvé, c'est assez mal fait. Ça devient intéressant quand Sonya dit bon allez, j'en ai marre de jouer ces conneries là au micro. Mandy, viens, on se bat maintenant pour de vrai. Elle commence à enlever sa veste, elle s'apprête à monter sur le ring. Du coup, Mandy Rose, bon, elle est un peu interloquée quand même, elle regarde et elle prend un espèce de kick de Carmella qui fait le finisher, qui donne la victoire à Carmella. Donc, la Princess of Staten Island l'emporte. Carmella, qui est une des anciennes gagnantes du Money in the Bank, la première d'ailleurs, la première de l'histoire et la première à l'avoir gagné 2 fois d'affilée. Si vous n'avez pas suivi toute cette feud du premier Money in the Bank féminin de l'histoire avec un homme, un être, une chose, je sais pas trop comment on définit ça, James Ellsworth, ça vous dit quelque chose? Bref, Carmella est dans le Money in the Bank match. Mandy Rose a perdu à cause de Sonya Deville et Sonya Deville n'en reste pas là. Elle détruit Mandy Rose à l'extérieur, mais violent, hein. Elle l'attrape par la tête, elle la balance sur la table des commentateurs, elle l'envoie dans l'escalier, elle la pète dans tous les sens. Les officiels sont même obligés d'intervenir. Mandy Rose part à l'infirmerie, elle a un gros hématome sur la cuisse. Otis est un peu deg, il est là, il dit ah je suis oh là là oh merde ça va et tout. Je vais imiter Otis un peu. Ouais, ça va Mandy, t'as pas trop mal tout ça. Alors Mandy a dit ouais ça va aller, vas-y toi parce que toi t'as un match après contre Ziggler. Justement, Otis croise Dolph dans les couloirs et Dolph est inquiet, il dit mais ça va, comment elle va Mandy? Otis lui répond pas, Otis il est pas très copain avec Dolph Ziggler, mais les deux auront un match ce soir pour la dernière place masculine au Money in the Bank. Donc c'est important quand même. En attendant, le New Day débarque et ils affrontent les petits nouveaux qui veulent se faire une place dans la Tactic Division de SmackDown. Ce sont les Forgotten Sons, les enfants oubliés, les fils oubliés, hein, les trois jeunes loups dont on vous a parlé ces dernières semaines. Donc des anciens de NXT qui ont souvent été jobbers à NXT et là on les repackage. Enfin on les repackage, non, c'est la même gimmick. C'est juste on les envoie dans la Big League, voir ce qu'ils veulent. John Morrison et The Miz arrivent pour être aux commentaires la meilleure tag team du 21e siècle. Hey hey ho ho. Et le match commence. Et Kofi Kingston commence par en prendre plein la gueule. Ils sont stiff, les gros. Moi, je les ai pas trop connus parce que j'ai pas trop regardé NXT. Je suis plutôt quelqu'un qui regarde les takeovers pour se faire une bonne dose d'excellent catch de temps en temps. Mais les weekly, je suis un peu alternativement parlant. Vu que les Forgotten Sons n'ont pas fait trop de takeovers, je ne les connais pas trop. Voilà, ils sont stiff, ils ont des blousons. C'est un peu le style qu'avait Sanity aussi, la fameuse tag team qui n'a jamais eu sa chance dans la Big League, mais voilà, ils ont des blues, un peu de mecs des rues, ils sont un peu crado, un peu bikers. Bref, Kofi Kingston prend cher, des gros coups de poing, des gros coups de pied, etc.
Il réussit à placer un tag et la Biggie est en feu. Il fait une série de souplesses, de Superman, pardon. Comment on appelle ça la souplesse du pêcheur là, putain. Fisherman, voilà, Fisherman suplex. Il met, je sais plus lequel de ses adversaires sur le bord du ring. Là, il lui fait son big splash, donc il domine tout. Bon, ça n'a qu'un temps parce qu'après les autres reviennent un peu en force. Ils arrivent à travailler à deux sur Biggie. Kofi Kingston ensuite revient dans le ring sur un tag. Il subit à nouveau les assauts des Forgotten Sons. Et surtout, pendant que Kofi Kingston est un peu malmené à l'extrémité du ring, l'arbitre est obligé d'intervenir. Hein, il les calme. Et donc le troisième membre, puisqu'ils sont trois, hein, les Forgotten Sons, le troisième membre, Jackson, qui ne catche pas dans le match, chope Biggie dans le dos de l'arbitre, l'envoie sur le poteau et le neutralise. Du coup, c'est la voie royale pour ses copains qui placent leur finisher sur Kofi Kingston. Les Forgotten Sons viennent de battre les champions du monde. Que dis-je, les Forgotten Sons viennent de battre les 8-time champions du monde. Donc c'est un succès énorme et retentissant. Le Miz et Morrison applaudissent en disant You deserve it, sans qu'on sache trop bien s'ils s'adressent aux gagnants ou aux perdants. En tous les cas, avoir battu comme ça relativement clean pour un clan heel les champions du monde, ça mérite un title shot qui aura lieu très probablement dans les prochaines semaines. Alors il faut toujours rester très mesuré hein. En tant que suiveur du catch depuis un petit moment. On en a vu beaucoup hein, d'équipes qui ont démarré en gagnant leur premier match contre les champions du monde en titre. Je peux en citer plein. De mémoire, The Ascension avait fait ça. Comment il s'appelait, les Vaudevillains aussi, qu'on regrette un petit peu. Enfin moi je les regrette en tout cas. Avait fait ça aussi. Et ben j'en parlais tout à l'heure. Sanity hein, avait battu les New Day quand ils étaient arrivés à la WWE. Ça veut pas dire que les Forgotten Sons sont partis pour une longue carrière et ça veut pas dire qu'ils vont être très mis en avant dans les prochains mois ou les prochaines semaines. Les regrettés Gallows Anderson qui sont partis aussi, pareil, hein, quand ils ont commencé, ils étaient forts comme ça. C'est une facilité d'écriture, de faire arriver des mecs qu'on connaît pas. Ils sont balèzes, ils sont costauds, ils sont méchants, ils tapent fort. Moi, je pense qu'ils sont tout à fait bienvenus parce que clairement, avec les New Day, les Usos, on commençait à tourner en rond. Enfin, ça fait des années qu'on tourne en rond. Miz et Morrison ont apporté pas mal de fraîcheur ces derniers temps parce que Morrison, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ils avaient leur petite danse, leur petite chanson, mais visiblement, bon, ils marquent un petit peu le pas. Je pense que le Miz a pas spécialement envie de catcher plus que ça. Je vois bien Morrison partir en solo. Donc voilà, on a une équipe qui va apporter un peu de fraîcheur, un petit peu de variété, un petit peu de différence. Bon, ils vont peut-être faire 2 ou 3 mois là en feud contre le New Day. Je pense pas qu'ils deviendront champions du monde. Et on verra ce que ça donne dans les semaines à venir. Mais si vous pensez qu'ils sont bien partis et qu'on a nos futurs Tag Team Champions là, ouais, n'hésitez pas à me dire si vous pensez le contraire. Avant de partir au main event, car le show avance bien, nous allons arriver sur un segment un peu douteux en coulisses avec Tamina qui est interrogée pour savoir si elle se sent prête à affronter Bayley puisqu'elle est la challengeuse de Bayley. Tamina dit qu'elle a pas peur, hein, que la dernière fois qu'elle était dans un match pour le titre, elles ont dû se mettre à 4 contre elle pour l'éliminer. Elle est prête à tout détruire. Sasha Banks arrive, Sasha Banks elle est désolée, elle dit oh mais Tamina, enfin, nous étions amis dans le passé. J'ai commencé à tes côtés dans le main roster, voilà, nous étions la team bad, etc. Soyons amis quand même, tout de même. Mais tout ça n'était qu'une feinte puisque Bayley arrive par derrière pour attaquer Tamina. J'ai une espèce de baston de catfight pas terrible. Et voilà, je crois même, alors je suis désolé, je me souviens même plus comment ça finit parce que je crois que j'ai accéléré. Ça ne m'a pas beaucoup intéressé, hein, voilà, puisque je commente et j'analyse en même temps. Je sais que beaucoup parmi nos suiveurs, notre ami Gilbert d'ailleurs, qui est toujours fervent fan et commentateur de catch-up et qui n'hésite pas à nous poser des questions, faites comme lui, interrogez-nous sur les perspectives de la WWE. Je sais que l'ami Gilbert n'aime pas Bayley et qu'on n'est pas beaucoup à aimer Bayley. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'elle est surpushée Ça reste Bayley qui a fait des très grandes heures de NXT et on reste dans une division très faible. Enfin, voilà, Bayley nous fait chier, mais on préférait tous Sasha Banks. Je pense qu'elle est
bien plus talentueuse pour porter la division, mais Sasha Banks, moi j'ai un peu de mal quand elle est face, hein, je la préfère un peu heel. Et derrière, ben voilà, on voit bien, hein, Tamina c'est pas ouf. Lacey Evans est intéressante, moi je trouve, son personnage, elle le tient bien, elle a été une bonne heel pour démarrer, elle est plutôt une face correcte, mais bon, on n'a pas grand monde hein, quand même, donc Bayley championne, faute de mieux, mais c'est vrai que ça commence à faire très très long. J'ai clairement pas envie de voir Tamina championne du monde, donc il va falloir, je sais pas, il va falloir construire quelqu'un d'autre, ou enfin nous faire cette feud entre ouais, Bayley et Sasha Banks à SummerSlam, là ça serait bien quoi, enfin, SummerSlam c'est pas si loin, on peut tenir jusque là, je pense, on peut y arriver. Pendant ce temps, dans le coin le plus sombre possible du Performance Center, hein, c'est un coin que vous connaissez pas, où vous n'allez pas, où vous ne voulez pas aller, un coin sombre avec lumière obscure, avec des grillages. C'est le coin qu'ont choisi Sonya Deville et Dolph Ziggler pour parler discrètement. Alors ils sont là. Sonya a dit ouais, bien joué Dolph quand t'es allé te foutre de la gueule d'Otis en demandant des nouvelles de Mandy Rose. Voilà, ils sont méchants tous les deux, ils sont conspirateurs. Dolph Ziggler il dit voilà, ben moi je suis là pour prouver que tous ces gens qui croient qu'il faut être gentil, qu'il faut être le good guy, qu'il faut avoir du cœur, ça marche mieux. Dolph Ziggler il dit non, ce qu'il faut c'est avoir du talent, c'est avoir des skills, donc des compétences, c'est de travailler dur. Voilà, en gros, Dolph Ziggler de toute façon, voilà, ça fait des années qu'il est dans ce registre un peu haineux, des mecs qui, il est jaloux de ceux qui arrivent, qui font pas beaucoup de travail, en gros, qui ont un gros bide et qui sont populaires. Non, Dolph il dit moi j'ai travaillé dur, voilà, j'en ai pris plein la gueule, ce qui est vrai. Hein. Je vous laisse revoir toute la carrière de Dolph Ziggler, il en a pris plein la gueule. Et ça l'a rendu amer, ça l'a rendu un peu comme ça. C'est normal, hein, après tout. Il est un peu, voilà, il est un petit peu. J'ai perdu le mot, comment on dit ouais, bon, enfin voilà, il est un peu amer, il est un petit peu rageux, voilà, un petit peu en colère. Et ce soir, il va affronter Otis. C'est le main event, Dolph Ziggler contre Otis. Le match pour le dernier ticket d'or pour le Money in the Bank masculin. Le match est court. Malheureusement, il n'est pas très intéressant. Otis commence par dominer. Il essaye à un moment donné de placer son Caterpillar, mais pendant qu'il est en train de faire le worm, Dolph Ziggler se relève. Dolph Ziggler essaye de placer son sleeper hold qui ne marche pas. Il réussit à porter son zigzag, donc c'est son finisher. Et malheureusement, near fall, Otis casse le zigzag. Donc Ziggler sait pas trop quoi faire, il se met dans le coin, il imite Shawn Michaels, il tente un super kick, il s'élance, mais il est attrapé par Otis qui lui place une espèce de grosse souplesse là, une grosse ouais, il l'attrape, il le jette en l'air quoi, il l'étale par terre. Il s'élance pour un nouveau Caterpillar, il fait le worm, il fait sa descente du coude et il gagne. Otis réussit à coucher Dolph Ziggler pour le compte de 3 sur cette espèce de descente du coude pourrie. Alors je suis c'est le chaud bleu, mais je suis rouge. Moi, je suis pas un grand fan d'Otis. Hein. Je ne peux pas nier qu'il est populaire, que ça passe bien auprès du public. Enfin, populaire, vous me direz, il n'y a pas de public, on ne sait pas. Mais bon, il avait une bonne pop, il marchait bien. Qu'a priori, les officiels l'aiment bien. Mais bon, là, c'est sûr que les mots de Dolph Ziggler résonnent fort dans ma tête. Quoi. Un mec qui a des compétences, qui a du talent, qui travaille dur. Là, Otis, il fait pas étalage d'un catch exceptionnel. Hein. Bon, il est gros, il fait des gros. Voilà, il fonce contre le turnbuckle pour écraser Ziggler. Il le prend dans les airs, il le soulève et il fait une descente du coude. Bah voilà, et il gagne. Bah, quand on voit le potentiel que in-ring a Dolph Ziggler quand il est face à quelqu'un de talentueux, moi cette feud me m'attriste vraiment. Et je pensais vraiment que Ziggler allait gagner. Franchement, vu ce qui s'est passé dans le match Carmella Mandy Rose, je pensais vraiment que les méchants allaient être plus intelligents que les gentils, que Sonya Deville allait réintervenir, qu'il allait se passer un truc quoi. Comment ce match-là, avec tous ces FUD qui sont en jeu, peut être complètement clean, aucune intervention. Enfin, je suis pas un gros fan de la FUD et de toutes les histoires d'amour qu'il y a eu là, mais comment ça peut se finir d'une manière aussi vide? Il y a rien, il y a juste eu du catch et il y a eu peut-être 5 minutes de mauvais catch et Otis a gagné. Ziggler a pas du tout été. Voilà, Ziggler, Dolph, tu nous disais que t'étais talentueux, que t'étais intelligent, que t'étais machin. Bon bah t'as pris 2-3 coups et tu t'es laissé battre.
C'est très douteux, je suis assez déçu. Maintenant, on va vraiment avoir le Money in the Bank le plus unique de l'histoire, effectivement, puisque voilà, il va falloir grimper dans tous les étages, dans tout le Performance Center. Ça laisse présager énormément d'interventions. Peut-être bien que Dolph et Sonya Deville vont casser les chances de victoire de Otis. Là où c'est bien, je trouve personnellement, c'est que pour le moment, ils n'ont pas du tout glissé vers une histoire d'amour entre Ziggler et Sonya Deville. Donc on échappe un peu à ça. Bon, on sent que Sonya, elle aurait peut-être bien envie, qu'elle le trouve beau, ce Dolphuné, et c'est vrai qu'il est beau. Mais lui, il a l'air plus d'être dans une relation, on va dire, business professionnelle, et tant mieux. Parce que bon, on voit déjà Mandy Rose et Otis se faire des bisous, c'est un peu lassant, donc on peut éviter ça dans le monde du catch. Mais très bien qu'on évite ces histoires un peu à l'eau de rose, mais par contre, ouais, on aimerait bien. Déjà, j'aurais bien aimé voir Sonya Deville dans le Money in the Bank match et Dolph Ziggler, mais bon, voilà. Maintenant, est-ce que Otis peut gagner la mallette? Ça paraît difficile. On a quasiment les castings complets grâce à ce soir. Côté féminin, on a tout le monde. Côté masculin, malheureusement, Apollo Crews, nos craintes se sont confirmées. À Monday Night Raw, il a été blessé. Il est out. Donc on aura un gauntlet match lundi. Restez connectés pour savoir qui aura le dernier spot du Money in the Bank masculin. Voilà, le suspense est ouvert. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous voyez gagner. Ça peut laisser une opportunité pour Andrade, l'homme qui a blessé Apollo Crews. Ça serait pas très moral que l'homme qui a blessé Apollo Crews lui vole sa place, mais bon, dans le monde du catch, on a l'habitude. Certaines inquiétudes sur le net laissent croire que ça va être une opportunité pour Jinder Mahal, s'il vous plaît, pourvu que non. Jinder Mahal et Baron Corbin et Otis dans le même Money in the Bank match. Perso, bof, j'ai pas trop envie. Bon, on aura. Qui on a d'ailleurs d'intéressant? On a Daniel Bryan, ouais, qui va nous faire plaisir. Mais bon, on a Aleister Black aussi, bien sûr. Donc il y a encore du bon choix, mais bon, on verra bien. Dans ce cas, voilà, on a fini pour ce Friday Night SmackDown. Pas terrible. Moi, je vais vous dire tout net, j'ai pas aimé. Ma note va être de 1,5. Ce qui est quand même pas beaucoup parce que vous savez qu'en général, je suis plutôt favorable, je note plutôt large. Le top, pour moi, il est limité au Firefly Funhouse, qui était sympa. C'était rigolo, cette petite histoire de berger et de mouton avec les reptiliens. Bon, le match du New Day et des Forgotten Sons était pas mal aussi. C'est tout ce que j'ai à dire. Le reste, tout était flop. Enfin, le Corbin Bryan, c'était nul. Carmella Mandy Rose, évidemment, c'était nul. Mais moi, je vais mettre mon flop à ce main event qui m'a énormément déçu. J'attendais beaucoup plus de choses de ce Dolph versus Otis, beaucoup plus d'originalité pour une fois. Voilà, on pouvait avoir du booking un peu taré là. Un peu taré. On pouvait avoir des interventions, on pouvait avoir de la triche, on pouvait avoir des petits loblos, des petits trucs dans tous les sens, voilà. Non, on n'a pas eu. Et Dolph Ziggler, ancien champion du monde, multiples fois champion de tout ce que vous voulez, éternel espoir, futur Shawn Michaels, etc. Perd contre un gras du bide qui fait 3 prises. Non, je suis déçu. Je suis déçu parce que je suis toujours dans ceux qui pensent que Dolph Ziggler mérite encore un petit peu un dernier tour de piste, comme on dit. Conscient qu'il est là pour faire valoriser les plus jeunes, pour jobber pour eux. Mais pour être un bon sparring partner, il faut avoir une certaine aura. Bon, Dolph aura toujours une aura parce que c'est Dolph Ziggler. Mais j'aimerais bien qu'il regagne un peu des trucs. Parce que gagner les titres tag team avec Bobby Roode ou avec Drew McIntyre, c'était bien, mais il lui faudrait un peu plus de domination individuelle. Moi, j'aimerais bien qu'avec Sonya Deville, il fasse une sorte d'alliance. Voilà, j'aimerais bien voir Dolph, titre intercontinental, pourquoi pas. J'aimerais bien voir Dolph, ma foi, dans le main event picture. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, puisque vous voyez, les amis, personne ne m'a rejoint. Je suis resté seul du début à la fin. Je suis comme le berger, tous mes moutons sont partis. Je vais aller devoir les retrouver pour les égorger. Il n'y a pas le choix. Donc, si vous n'entendez plus parler de l'amiral Armbar ou de Tonton Chris, voilà, moi j'ai mon Old Sheep, j'ai mon Dark Sheep, j'ai mon John Cena Sheep, voilà, j'ai mon Yerem Sheep, j'ai tous mes moutons qui sont là. Il va falloir que je retrouve un petit peu le troupeau. D'ici là, restez connectés, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis tiens, j'ai une question pour vous.
Nous sommes à quelques heures du Money in the Bank, à quelques jours. Comment feriez-vous si vous gagnez le Money in the Bank? Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé à la place d'un gagnant du Money in the Bank, comment vous cacheriez? Je profite d'être tout seul pour vous raconter ça. Je vais faire mon fantasy booking. Si j'étais catcheur, si j'étais superstar de la WWE, si je réussissais à décrocher mon Money in the Bank match, mon Money in the Bank, eh bien voilà ce que je ferais. J'ai deux possibilités. Déjà, je la décroche en tant que heel, parce que moi je suis un heel dans l'âme finalement. Première possibilité, je la décroche, je suis heel, et je viens faire une promo en disant, le lendemain, je viens faire une promo en disant, ok, j'ai gagné le Money in the Bank. Je connais l'histoire du Money in the Bank, certains ont attendu très longtemps, certains ont caché immédiatement. Et c'est vrai, pourquoi attendre? J'ai l'or dans les mains, je peux devenir champion du monde, je peux devenir une star, je peux devenir celui qui a l'argent, celui qui a le succès, celui qui a l'exposition médiatique. Pourquoi attendre? Mais pourquoi se presser en fait? Pour gagner ce Money in the Bank, j'ai dû affronter une adversité épouvantable, j'ai mis mon corps en danger, j'ai souffert. C'est déjà une très belle victoire, c'est déjà la plus belle victoire de ma carrière. Alors pourquoi ne pas savourer un peu plus longtemps? Pourquoi ne pas prendre le temps de savourer chaque victoire? J'ai avec cette mallette le plein contrôle du temps. Je peux décider quand, je peux décider où, je peux décider comment. Je suis le seul à savoir. J'ai le pouvoir sur tout le reste du roster et sur les champions. Et ça, eh ben c'est bien d'en profiter, c'est bien de le savourer. Donc à partir de ce soir, je m'en vais en vacances. Je m'en vais en vacances, public de la WWE. Je vais rentrer chez moi en France. Peut-être 2 semaines, peut-être 3, peut-être 1 mois, peut-être 1 mois et demi. Vous n'allez pas me revoir pendant quelques temps. Mais il n'y aura pas de tentative avortée. Il n'y aura pas, comme certains l'ont fait avant moi, de cash-in tenté, ou finalement au dernier moment je repars avec ma mallette en disant la prochaine fois non. Moi je ne frapperai qu'une fois, je frapperai dur, je frapperai fort, et je ne me tromperai pas. Donc je vous dis au revoir, à bientôt, et la prochaine fois que vous me verrez, ça sera pour le cash-in. La prochaine fois que vous me verrez, je deviendrai champion du monde. Et là, je lâche le micro, je pars. Et effectivement, quelques semaines ou quelques mois après des vacances bien méritées, au moment où personne ne s'y attend, je reviens cash-in sur le champion. Première possibilité. Deuxième possibilité, qui serait beaucoup plus tordue, et que j'aime bien, c'est que je récupère le trophée, je récupère le cash-in en étant face. Je suis babyface. Je récupère le trophée en étant babyface, et le champion du monde à ce moment-là, de ma fédération, est babyface aussi. Donc, au weekly suivant, j'arrive sur le ring pour le main event, et je call out le champion, je l'appelle. Je lui dis, ouais, viens donc ici. Il arrive, et je lui dis, voilà, écoute mec, je voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté entre nous, on est amis, on se connaît, je sais tout ce que tu as enduré pour être champion du monde, tu sais ce que j'ai enduré pour gagner cette mallette hier soir. Dans le même soir, tu as conservé ton titre, bon alors voilà, on imagine qu'il l'a conservé, contre quelqu'un de très fort, etc. Moi-même, j'ai gagné ma mallette au prix d'un effort inhumain. Donc je crois qu'on a tous les deux mérité de se reposer, de savourer un petit peu ce qu'on a gagné. Je sais qu'avec cette mallette, j'ai 1 an devant moi pour cash-in. Beaucoup de gens qui ont gagné leur mallette n'ont pas caché sur celui qui était champion le soir du Money in the Bank. Certains se sont sentis très pressés, comme Kane, qui a caché le soir même, ou Alexa Bliss, mais d'autres ont pris leur temps. Dolph Ziggler a attendu, Daniel Bryan a attendu pendant des mois. Je peux faire pareil. Tu sais, je t'apprécie, hein. Mais bien que je t'apprécie, et bien que j'aimerais que tu restes champion, faut être honnête, hein. Personne ne reste champion de manière indéfinie. Et en étant champion, tu as la grosse cible dans ton dos. Tu es la proie. Alors, je pourrais très bien attendre. Je pourrais très bien attendre que tout le monde attaque et que finalement tu défends ton titre héroïquement, peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais tu finiras par plier à un moment donné. Et on sait que c'est la réalité de ce métier. On se bat contre le temps, on repousse les échéances, mais un jour tu ne seras plus champion. Alors, voilà. Moi j'ai l'opportunité d'attendre. Moi j'ai pas de cible dans mon dos. Cette mallette, personne ne viendra me la prendre. Moi je suis tapis dans l'ombre. Je suis un prédateur. Et comme les grands fauves, comme les tigres, comme les jaguars, je peux rester des heures à attendre que la proie soit la plus propice à abattre. Et je peux choisir ma proie aussi, et clairement, je peux très bien décider de te laisser tranquille en tant que champion du monde, de te laisser savourer ce titre.
et d'être celui qui attendra dans l'ombre que le titre change de main pour en profiter. Tu vois, j'ai conscience de la situation et je peux très bien attendre. Et là, mon regard change et je dis, je peux très bien attendre, mais je n'aime pas attendre. Et là, des tribunes, du public surgissent 3 ou 4 jeunes heals, jeunes loups en devenir, jeunes montées d'NXT peut-être, ou une équipe voilà, qui est un peu en low card. Ben, les Forgotten Sons par exemple, ils arrivent tous les 3, ils se jettent sur le champion et ils le démontent. Et moi je regarde faire, avec un petit sourire en coin, je regarde faire, je les fais tenir le champion, je lui fous un bon coup de mallette dans la tronche, je fais venir l'arbitre, et je fais mon cash-in ce soir même. Et je fais donc un magnifique heel turn en devenant champion du monde. C'est fourbe, hein? Ça serait beau, non? Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur ce fantasy booking. N'hésitez pas à me dire si vous voulez me voir gagner le Money in the Bank, ou en tout cas devenir booker pour Vince McMahon à la WWE. Si vous faites une pétition, peut-être que je finirai par être engagé, hein. Vu toute la masse salariale qu'ils ont virée, moi je demande pas lourd, hein. Je demande, allez, de toute façon moi j'ai toujours gagné que le SMIC dans ma vie, donc 2 fois le SMIC, ça me va. Je bosse pour Vince McMahon en télétravail, je reste chez moi à Bordeaux et je lui envoie toutes mes idées par fax ou un truc comme ça. Bon écoutez, j'espère que ça vous a plu d'écouter cette analyse très spéciale. Ça faisait longtemps qu'on s'est pas retrouvé, que l'un d'entre nous s'était pas retrouvé tout seul. Les circonstances sont comme ça, j'espère que ça a quand même été agréable à écouter. C'est toujours plus sympa quand il y a un débat, quand il y a une discussion, mais voilà. J'en ai profité pour vous laisser libre cours à mon fantasy booking. J'espère que ça vous aura pas trop ennuyé. Sinon, n'hésitez pas à dire boring en commentaire. Voilà, ce SmackDown est fini. Restez connectés. N'hésitez pas, donc, si ça vous a plu, à nous écouter toujours sur tous les supports de podcast. Hein, donc, PodCloud, iTunes, Spotify. On a une version YouTube. Vous pouvez commenter sur le Discord, Catch-Up. Vous pouvez commenter sur Twitter, Facebook ou Instagram, Catch-Up CDC. On est vraiment très très content quand on a des questions comme justement voilà notre plus grand fan Gilbert, le point G, le point Gilbert, à qui on va dédier une chanson bientôt, un Gilbert. Il est plein de bonnes questions, il est plein de bonne volonté, il nous pose des interrogations pertinentes, il nous demande par exemple si d'après vous, en l'absence de Sami Zayn qui ne peut plus venir catcher, est-ce qu'on devrait organiser un tournoi pour le titre intercontinental, comme c'est fait à NXT pour le titre Cruiserweight. Personnellement, j'y suis pas favorable parce que je vois pas trop qui en foutrait dans ce tournoi. Les noms, la liste de noms serait vraiment très limitée. Et parce que, bon, en vrai, avec ce qui se passe actuellement à la WWE, le Money in the Bank, tout ça, on n'a pas besoin d'avoir des histoires autour du titre intercontinental. Mais si ça dure plus longtemps, peut-être que la question se posera, oui. Mais posez-nous vos questions, n'hésitez pas. Et d'ici là, restez connectés. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Et je vous dis à très bientôt sur Catch Up. Ciao les fans! C'était Raphaël. La bise à tonton Chris et à tous les autres.